C'est pour moi un honneur de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a successivement accordé 2 audiences ce jeudi à son bureau de la primature à une délégation du HCR et au coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. Reportage Gisèle Togo. La délégation du HCR, conduite par sa représentante en RDC, Angèle Dikongwe, a réaffirmé à la première ministre Judith Suminwa sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives de son programme d'action dans le domaine de protection et assistance aux déplacés internes, aux réfugiés et les personnes apatrides. La patronne de l'exécutif central a également plaidé pour le respect des engagements de la RDC pris lors du forum international tenu en 2019 et 2023 et elle a sollicité précisément que le pays signe la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. S'agissant de l'agression injuste subie par le Congo démocratique, cette agence des Nations Unies pour les réfugiés finance l'activisme de groupes armés. Nous sommes dans la décennie finissante de la lutte contre l'apatridie. Cette décennie avait été instituée par l'actuel secrétaire général à l'époque où il était le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, Oncle Tony, comme nous l'appelons, nous au HCR. Il avait institué cette décennie de 2014 à 2024. Donc elle se termine le 31 décembre 2024. Mon souhait serait que le Congo, la République démocratique du Congo, ce grand pays très hospitalier pour les réfugiés, et deuxième pays continental avec le nombre de déplacés, 7,3 millions, c'est pas rien, avec plus d'un demi-million de réfugiés, que le Congo donc sorte de cette décennie-là la tête très haute. Avec Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, l'examen de la future collaboration a meublé l'entretien avec la chef du gouvernement congolais. Un certain nombre de sujets. D'une part, sur la pleine disponibilité du système des Nations Unies à appuyer le programme d'action du gouvernement, puisque je suis coordonnateur humanitaire, mais aussi coordonnateur résident pour l'ensemble des opérations de développement des Nations Unies. Donc nous sommes sur le point nous sommes en train de préparer notre prochain cadre de coopération avec la République démocratique du Congo. Donc voilà, on a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, notamment y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Lubero. Voilà donc également son rôle en tant que Première ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. Nous avons également échangé quelques mots sur la transition de la MONUSCO suite aux échanges récents que nous avions eus avec elle. L'importance vraiment de travailler ensemble d'arrache-pied pour le début de cette transition au Sud Kivu. Donc en termes des actions de l'État, de l'appui des Nations Unies, de l'appui des partenaires. Voilà, les RDC compte près de 7,3 millions de déplacés, plus exactement 40% en Ituri, plus de 30% au Nord Kivu et 20% au Sud Kivu. Le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC préconise que les solutions politiques et le processus en cours portent des fruits. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour lancer un appel aux donateurs afin de répondre aux besoins humanitaires qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains. Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Au menu de cette séance de travail, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. À ce sujet, la chef du gouvernement a recommandé au ministre de Budget et Finances de présenter la situation à jour des finances publiques en fin juin, afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. Excellence, Madame la Première ministre a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique et circonstance heureuse au moment même où nous nous réunissions. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique
qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé la 6e et dernière revue du plan d'aide destiné à la RDC d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains lancé en juillet 2021. L'accord du conseil permet le versement immédiat de 224,7 millions de dollars correspondant à la dernière tranche du plan d'aide. Le point avec Gisèle Tourou. Cette 6e et dernière revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la RDC, conclue par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, permet un décaissement immédiat de 152,2 millions de DTS, environ 224,7 millions de dollars, en plus d'ouvrir la voie à un programme formel entre la RDC et le FMI, une première dans l'histoire. Si la situation macroéconomique de la RDC demeurait difficile, surtout à cause de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, le Fonds monétaire international a tenu à saluer les politiques macroéconomiques prudentes mises en place par le gouvernement congolais qui ont produit des performances globalement positives. Grâce à ces politiques, la RDC a pu atteindre la quasi-totalité des objectifs quantitatifs tout en mettant en œuvre des réformes clés. Toutefois, le FMI a noté que ces perspectives économiques, bien que favorables, restent sujettes à des risques significatifs orienté à la baisse. Une crainte qui requiert la poursuite de politiques prudentes et un renforcement des efforts de réforme des cadres budgétaires et monétaires, ainsi que de la gouvernance. Le FMI a noté que l'accumulation des réserves de change a largement dépassé les prévisions. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le cadre de politique monétaire et des taux d'échange. Avec des dépenses plus élevées pour les élections et la sécurité, le déficit budgétaire intérieur de 2023 a dépassé les prévisions et a atteint 1,3% du PIB, malgré des bonnes performances des recettes au dernier trimestre 2023. Les réserves internationales ont continué de se renforcer, atteignant près de 5,5 milliards de dollars, soit environ 2 mois d'importation à la fin de 2023. En croire le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, la croissance en RDC est restée résiliente, principalement en raison de bons résultats du secteur minier. Le numéro 2 du FMI a également salué les mesures prises par la Banque centrale pour resserrer l'orientation de la politique monétaire et atténuer les pressions sur le marché des changes. Rappelons que depuis juillet 2021 et les renouements du programme informel avec le FMI, la RDC s'est employée à reprendre avec les bonnes pratiques jadis négligées, se mettant ainsi au diapason de la bonne gouvernance économique au point d'obtenir l'amélioration de sa position auprès des principales agences de notation.
La ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, prend part à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, segment ministériel, ce 4 juillet 2024 au Congo-Brazza. Reportage Doudou Montiré. Les travaux du segment ministériel de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement SIAR, présidé par le premier ministre brazzavillois Colline Makosso, a été marqué par la restitution des résultats de travaux des experts, sortis des quelques recommandations à soumettre au segment présidentiel de ce vendredi 5 juillet à Brazzaville. Renforcer la coopération entre les États, la collaboration, mise en œuvre de politiques et des cadres réglementaires, le boisement et le reboisement, la mobilisation des finances, l'intégration des communautés locales et de peuples autochtones, suivi et évaluation, autant de recommandations ont été formulées pour la restauration des écosystèmes. Présente à ces assises, Eve Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement, a mentionné dans son discours l'importance de l'arbre. Pour elle, des solutions basées sur la nature, dont la forestation, le reboisement ainsi que la restauration des espaces forestiers dégradés demeurent les stratégies par excellence pour lesquelles le pays du bassin du Congo, dont le deux Congo, possède. Malgré que nous ayons ces potentiels environnementaux, on aurait pu dire nous sommes dans les bassins du Congo, nous avons tout ce qu'il faut en termes de forêt, on ne s'occupe pas de ça parce que notre couvert forestier demeure intact, quel que soit le couvert de déforestation. Mais nous avons dit non, on y va dans le sens de reconstruire encore les couverts forestiers avec cette conférence d'afforestation sanitaire qui confirme ce que nous faisons déjà. Un élément incontournable de la vie de l'homme. Lorsque nous naissons, c'est l'arbre qui nous accueille en format de lit. Les berceaux des bébés, c'est l'arbre. Pour que l'enfant soit sévé, nous avons les produits forestiers, les produits. Nous avons des ustensiles de cuisine. Nous avons les pilons, les mortiers et tout le reste. Nous avons la pirogue. Moi, je parle du village où j'ai vécu, je suis né, j'ai grandi. Nous avons la pirogue. Nous avons aussi, pour l'éducation, les meubles, les tableaux, les bancs, etc. Pour notre maison, la charpente, qu'est-ce que nous avons? Tout ce qu'il y a comme poutrelle de la maison, tout le reste, c'est le bois. Il faut noter que plusieurs discours des partenaires publics et privés, des institutions et délégations ont été prononcés à l'occasion. Et puis cette mise au point du porte-parole du gouvernement, dans un communiqué, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, d'indiquer que le gouvernement congolais n'est pas concerné par la reconduction du régime des sanctions. L'embargo concerne plutôt toutes les personnes et entités non gouvernementales, autrement dit les groupes armés alimentés par les réseaux mafieux menant des activités sur le territoire de la RDC. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, a accordé plusieurs audiences dans son cabinet de travail. Il a d'abord reçu une délégation des élus de la Tchouapa. Ensuite, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, suivait les condensés de ces audiences avec Edi Kabea. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Sengetele, a échangé en son cabinet de travail au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, avec la délégation des députés nationaux de la province de la Tchouapa. Cette délégation a été conduite par le président du caucus des députés nationaux de la Tchouapa, le député national Célestin Ngelemba Mokoui. Il a été avant tout pour ses élus de féliciter l'un des leurs, le professeur Jacques Joly, pour avoir été élevé au rang des rapporteurs de la Chambre basse du Parlement après les élections des membres du bureau définitif. Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la Tchouapa, Célestin Ngelemba, a adressé un tableau sombre de cette province, marqué notamment par la paye des enseignants et d'autres fonctionnaires qui, jusqu'à ce jour, posent problème, faute des banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Deux points, parce que vous savez, hier on a parlé de quelque chose avec le président et nous devions le dire aussi, parce que le paiement des agents de l'État, de l'enseignement, tout comme des agents de fonction publique au niveau de la province de la Tchouapa, souffre encore une fois. On ne sait pas comment arriver, parce qu'il n'y a même pas une banque commerciale sur place et ça pose problème. Mais à son niveau comme rapporteur national,
il devait aussi être convié de la question pour que nous puissions voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a parlé, notamment la question de la compréhension, un conflit post-électoral qui est au niveau du Befalé. Pas de répit pour les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly et Sengetele, qui encore une fois de plus accordé l'audience au ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda au menu de leurs échanges. L'impératif des financements des projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la République démocratique du Congo en corrélation avec les 6 défis relevés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de leurs échanges, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly et Sengetele et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinbelo. Les chefs traditionnels de la République démocratique du Congo se sont réunis ce jeudi 4 juillet à la place de la gare centrale pour faire pression à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui se trouve à une centaine de mètres de cette place pour le retour de la paix dans l'est du pays. Ils ont choisi ce jour où les Américains fêtent le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Suivez. Cette manifestation des autorités coutumières a été précédée par un dépôt de mémorandum qu'elles avaient effectué il y a quelques jours passés. Pour ce jeudi 4 juillet 2024, les chefs traditionnels ont voulu passer leur message de la défense et l'intégrité territoriale de la RDC en ce jour où les Américains fêtent le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Tomonique totikali bambu lebele plus de 30 ans. Mboka na biso eza na kimia te. Bitumba eza kosila te côté ya est. Soki musapi moko ezobela ezali nde nzoto mobimba nde eza kobela. Ata tozala bamfumu ya Équateur, ezala ya Grand Bandundu, ezala ya Congo Central, ezala ya Katanga, partout ya Maniema et consort. Biso nyonso tozali bana ya Congo. Mabele oyo eza mabele na biso. Tosengi epa ba américain. Toyaki awa semaine passée, ça fait déjà presque 3 semaines totikaki memo na biso. Ndenge bango bazokotela Rwanda po babotela biso mabele. Biso bakolo mabele tokondima ata mukolo moko te. Mabele eza mabele na biso. Tokolinga ko perdre ata 1 cm te. Mbalo toye lelo eza ya suka pona kokutana na bango. Soki balongoli batu na bango te, o tokosalela bango ata mokili mobimba ekokamwa. Très active sur terrain, la Fondation Moussaouli Georges, opérant en ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, est déterminée à matérialiser le projet de construction du pavillon Jeannot Bembassa Olona au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo en vue d'immortaliser cet homme d'affaires et philanthrope congolais. Suivez à travers ce reportage l'évolution des travaux quant à ceux. Dans le cadre des activités marquant la commémoration le 1er juillet 2024 du 15e anniversaire de la disparition du papa Jeannot Bembassa Olona, homme d'affaires et père biologique du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, la Fondation Moussaouli Georges, structure spécialisée du MLC, œuvrant en ville de Butembo dans le Nord Kivu, a procédé à la restitution du projet de construction du pavillon d'endotostomatologie au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mungu-Materete. Pour rappel, la pose de la première pierre pour la construction de ce pavillon d'endotostomatologie baptisé Jeannot Bembassa Olona était faite le 1er juillet 2022 par Benin Ngoy, directeur de l'ENRA Beni et représentant du président national du MLC à Butembo. Le dit projet est réalisé grâce à la Fondation Georges Moussaouli en collaboration avec la Fédération du MLC du Grand Nord Kivu. La priorité de la Fondation Moussaouli Georges pour ce second semestre 2024 va constituer essentiellement à élever les murs en briques du rez-de-chaussée de ce pavillon portant le nom de Jeannot Bembassa Olona. L'Asbel Moussaouli Georges a soumis à la cuisson plus de 220 000 briques
en prévision des travaux d'élévation des murs en briques du pavillon d'odontostomatologie Jano Bembassa Olona. Aussi, pendant le mois de juin dernier, cette structure spécialisée du MLC a procédé à l'achat et entreposage progressif de 16 mètres de gravier, de 12 mètres cubes de sable, de 260 barres de fer de 6 mètres de diamètre et de 57 barres de fer de 12 mm de diamètre en prévision des travaux ultérieurs d'élévation des murs en briques du rez-de-chaussée de ce pavillon en construction. Des matériaux offerts par des hommes et femmes de bonne volonté qui avaient répondu à l'appel de mobilisation des fonds lancé par la Fondation Moussavouli Georges. 25 militaires congolais ont été condamnés mercredi 3 juillet 2024 à la peine de mort lors d'un procès en flagrance organisé par le tribunal militaire garnison du Nord Kivu dans le village d'Alimbongo en territoire de Lubero où se poursuivent les combats entre l'armée et les rebelles du M23. La justice militaire leur reproche d'avoir fui le combat qui se déroule depuis le week-end dernier dans le village de Kasegu et Matembe sur la route Butembo-Kanyabayonga. Ils étaient également poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, pillage et violation des consignes. De son côté, Jonas Tshombe, la présidente de la nouvelle société civile congolaise, parle, lui, d'une sanction qui va servir de leçon pour ceux qui croyaient que l'impunité était le mode de gestion en RDC. Il a été joint au téléphone par Maxime Makab. L'état de droit, c'est aussi la sanction. Elle est positive comme elle peut être négative. Dans ce cas précis, il s'agit de compatriotes qui sont condamnés pour le fait. Et là, ils étaient jugés en flagrance. Nous pensons que ça sera une grande leçon pour ceux qui continueront à poser le même type d'actes, croyant que l'impunité était le mode de fonctionnement ou de gestion. Donc, nous voulons aussi qu'avant que cette décision soit exécutée, que toutes les voies de recours et leurs droits les soient reconnus. Et ça nous permettra de donner des leçons à ceux qui croient que l'impunité est une mode de vie. La question de la peine de mort, elle a beaucoup de procédures pour qu'on y arrive, même si elle peut être prononcée. Il faudra encore que le procureur puisse envoyer au président de la République une requête et que cette requête soit acceptée par le président de la République et ce dernier prendra l'ordonnance. Ils ont encore toutes les voies d'user de leurs droits pour ne pas être condamnés à mort. Donc c'est un processus qui est déclenché, mais ils ont encore des voies de recours. Nous sommes de ceux qui défendons la vie humaine et les sacrés, mais lorsque on se permet de devenir traître pour trahir sa nation, on tue d'autres hommes, je pense qu'un signal fort devra être envoyé dans la direction du traître. Mais ce n'est pas la seule solution qu'il faut, mais il y a d'autres solutions qu'on peut appliquer, la moralisation, l'amélioration des conditions de vie des gens et des uns des autres. Surtout la dépolitisation, parce que tous ceux qui trahissent, ils tombent sous le coup de la politisation, la dépolitisation de notre armée. C'est pour cette raison qu'il faut éviter le brassage, le mixage, parce qu'il y a des gens qui ont des agendas, des politiques qui vont les impliquer dans la gouvernance de la République, ce qui va créer d'autres problèmes. Donc, il y a d'autres moyens d'y arriver, pas seulement la peine de mort qui peut convaincre, mais il y a aussi la prise de conscience et la sensibilisation qui doit être amplifiée pour que les gens... En réaction, l'acteur politique de l'opposition Bruno Moubenga, qui condamne le fait pour les militaires de fuir le champ de bataille en laissant libre accès à l'ennemi d'opérer, exprime tout de même sa désapprobation quant à la peine de mort leur infligée. Il est une fois de plus au micro de Maxime Makab. Premièrement, ce n'est pas autorisé d'un militaire qui est censé sécuriser les territoires des fruits dans un champ de bataille. Là, nous condamnons cet acte. Mais en ce qui concerne leur peine de mort, moi personnellement, je ne peux pas soutenir parce que les questions que nous devons nous poser, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ce militaire puisse abandonner les lieux de bataille? Donc la nécessité revient que les autorités de notre pays puissent mettre nos militaires dans de très bonnes conditions. Ça peut aussi arriver que les militaires n'avaient pas assez de moyens, de matériel nécessaire pour faire face à l'ennemi. Donc voilà un peu, moi je pense que le mieux reste à faire. Il faut que notre armée soit
équipés et puis soient réformés, et cela va permettre que nos militaires puissent exercer convenablement leur part de responsabilité. Et d'une partie, nous demandons à M. Félix Tshisekedi d'organiser, de convoquer une table ronde pour sauver notre territoire, nos territoires qui sont prises par le maître des rebelles, parce qu'il y a un problème de cohésion nationale. Et si vous remarquerez bien aussi, vous allez voir que non, au sein même de l'armée, il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi nous qui sommes de l'opposition, nous supposons qu'à ce stade, il faudra un dialogue intercongolais pour sauver le pays, parce que ça ne marche pas dans d'autres pays. On voit, surtout en France, on convoque une table pour parler, discuter sur les questions qui touchent la sécurité du pays. Résurgence de Covid-19, l'Institut national de santé publique INSP a lancé un appel à la population congolaise à pouvoir maintenir la vigilance et le respect des gestes barrières pour atténuer la propagation de la pandémie de Covid-19. Cette dernière fait déjà surface dans certains pays africains et occidentaux. Cet établissement recommande l'observation des mesures barrières ci-après, le port de masques en public, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, la limite des rassemblements, la couverture de la bouche et du nez. En cas de toux et éternuement, l'orientation immédiate vers le centre de santé le plus proche en cas de symptômes. Après plus d'un mois de formation du Corps africain des volontaires de santé pour le renforcement et l'utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence organisés par le ministère de Santé à travers l'Institut national de santé publique avec l'appui technique et financier de l'OMS, les participants à cette formation ont reçu des brevets de participation ce jeudi 4 juillet 2024 des mains du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba. Autre détail dans ce reportage. Remis ce jeudi 4 juillet 2024 des certificats à plus de 200 experts qui avaient suivi la formation du Corps africain des volontaires de santé pour le renforcement de l'utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence organisés par le ministère de la Santé à travers l'Institut national de santé publique avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'est au Salon Bleu de l'immeuble intelligent qu'a eu lieu cette cérémonie de remise des certificats. Dr Dieudonné Mwamba, directeur de l'Institut de la santé publique, a dans son adresse mis l'accent sur la nécessité de cette formation. Des équipes multidisciplinaires et qui sont au niveau central et qui pourront être déployées à tout moment sur terrain et même en dehors du pays parce qu'ils sont dans le roster au niveau international pour aller aussi aider d'autres pays qui pourront avoir des situations d'urgence dans ces pays-là. Le représentant adjoint de l'OMS, Jean-Baptiste Nikema, a quant à lui estimé que la dite formation vise l'amélioration de la santé des Congolais. Lorsqu'ils seront déployés dans des zones en crise, ils fourniront des médicaments, du matériel et assureront des formations et des conseils au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin et sauver ainsi plus de vies. C'est ainsi que bon nombre d'experts formés sont déjà même déployés sur le terrain. Et pour appuyer les provinces à la réponse à certaines crises, comme le Mpox, les inondations de Calais et l'épidémie de rougeole toujours en cours. Notons que cette cérémonie a été présidée par le ministre national de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Pour cet accompagnement important dans le cadre de cette formation. Je serais très ravi demain, quand il va y avoir une crise, de voir des femmes et des hommes en uniforme, bien déployés, capables de donner des réponses structurées, capables de donner des réponses vraiment ordonnées, visibles, et qui montrent que notre population n'est plus laissée à elle-même. Signalons également que l'OMS, par le biais de son représentant adjoint, a fait un don de kits d'urgence pour aider ses experts à bien faire leur travail.
La vente du café ambulant, cette période de saison sèche est devenue incontournable alors que jadis considérée comme une spécialité des Ouest africains. Dans presque tous les coins de la capitale, l'on aperçoit ces vendeurs. Suivez ce constat établi par Annette Montaba. Longtemps considérée comme une spécialité des Ouest africains, la vente du café ambulant aujourd'hui est devenue une activité incontournable à Kinshasa. La pratique est répandue dans presque tous les coins de la capitale. C'est le cas au centre-ville de la Gombe, armés de leurs chariots remplis de thermos d'eau chaude, du café et de gobelets en plastique. Ces vendeurs ambulants proposent leurs boissons chaudes aux travailleurs matinaux. Au-delà de l'aspect commercial, les consommateurs apprécient les particularités de ces cafés tout bas, comme ils l'appellent, qui seraient enrichis d'ingrédients spéciaux censés tonifier le corps, une réputation qui contribue sans aucun doute à la popularité croissante de cette activité dans les rues de Kinshasa. elanga vraiment so sala nesi café ko bela to kamali ba malaria vraiment ça passe fort yango ninga sala conseil café za mona classe mais la café za na petite eza la musa esikumu so to sala musala te ma ko sala la café za na petite eza pas ko so. Selon les témoignages, cette activité, outre le fait d'être lucratif, permet de lutter aussi contre le froid. C'est pratiquement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière.